Le débat de Via Grand Paris au Salon des maires d'Île-de-France vous est présenté par Orange et Enedis. Vous êtes sur Via Grand Paris, la télévision de l'Île-de-France, et nous sommes au Salon des maires d'Île-de-France et on va parler de ruralité. C'est un vrai sujet parce que lorsqu'on pense à la région Île-de-France, on pense à une zone très urbaine et pourtant 75% de son territoire est non bâti. Et oui, et c'est une réalité. On va en parler avec nos invités. Jean-Philippe Dugoin-Clément, merci d'être là. Bonjour, merci. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge de l'environnement, du développement durable, de l'aménagement et vous êtes maire de Mency dans l'Essonne. Avec nous également Daniel Nabet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional Île-de-France Sud et Est pour Orange. Alors c'est vrai, je le disais en introduction, on voit la région de France comme une région très dense, très urbaine et en fait... on voit ça avec un mémoire un peu déformant parce qu'en fait, la région de France, pour les habitants de Paris, de la petite couronne, il y a derrière un très grand jardin qui s'appelle la Grande Couronne. Oui, l'Île-de-France, c'est plusieurs réalités, urbanistiquement et géographiquement. Et on est sur un territoire qui, bien souvent, à l'image de Paris, des grandes concentrations urbaines de la petite couronne et de la banlieue. Mais c'est 50% de terres agricoles, 25% d'espaces forestiers. Et donc, c'est un espace naturel extrêmement important. Et quand on parle de ruralité, il faut savoir que c'est un francilien sur 6 qui vit en zone rurale, c'est-à-dire sur ces secteurs de grande couronne qui représentent une autre réalité, une autre économie, d'autres problématiques avec des problématiques d'éloignement, des problématiques d'accès certaines fois aux services publics, d'accès au transport, des problématiques des fois de déclassement qui peuvent être ressenties comme parfois en province, mais également des potentialités de développement économique extrêmement importants au travers de l'agriculture, au travers des agromatériaux, des matériaux biosourcés, au travers du développement des énergies renouvelables, qui est un des grands sujets également que nous portons avec la région et Valérie Pécresse. Voilà, donc l'Essonne, la Seine-et-Marne, le Val d'Oise, les Yvelines, des parcs naturels régionaux, des îles de loisirs. Donc ça, je dis ça pour le vice-président à l'environnement. Et parmi les sujets que vous portez avec les parcs naturels régionaux, c'est devenu une première compétence de la région Île-de-France. Vous financez les parcs naturels régionaux. On a repris intégralement les financements des 4 PNR. Il y a une création d'un 5e PNR au niveau francilien. Et pour nous, c'est des outils de maillage territorial et de proximité avec véritablement 2 piliers. Il y a un pied sur lequel vont marcher les PNR qui est le volet protection de l'espace, protection du territoire, d'un cadre, d'un caractère, de la biodiversité, de la nature et un volet qui est le développement économique. Lorsque l'on parle notamment sur le PNR du Gâtinais du développement de la filière chanvre, lorsque l'on parle du soutien aux agriculteurs, lorsque l'on parle de création de cadastres solaires à l'échelon de PNR avec du maillage entre communes, entre territoires pour permettre de développer des énergies renouvelables, on est véritablement sur de la création d'activités et de la création d'activités qui est nécessaire pour essayer de sortir de ce cadencement permanent qui veut que les grands franciliens aient besoin d'aller en petite couronne ou à Paris pour travailler. Donc arriver à casser cette construction extrêmement verticale et centralisatrice de la région comme du pays d'ailleurs, c'est d'une part travailler sur des pôles de polycentralité, mais également travailler sur des réseaux de transport, mais des réseaux de communication, et je pense qu'on va pouvoir en parler dans quelques minutes, qui soient de nature à permettre aux gens, y compris depuis chez eux, y compris depuis des espaces de coworking, de travailler différemment, et c'est aussi un moyen fondamental si on veut arriver à redonner du confort de vie, à redonner du cadre de vie à tous, parce que diminuer le nombre de personnes sur les routes, diminuer le nombre de personnes dans les transports en commun, eh bien c'est aussi gagner du temps de transport et donc de la qualité de vie pour tous quotidiennement. Voilà, le transport c'est un vrai sujet quand on habite en effet en Grande Couronne. Alors en Grande Couronne, il y a les villes nouvelles, il y a Cergy, il y a Évry, et puis il y a les zones plus rurales en effet. Et donc si on prend l'exemple du département de la Seine-et-Marne, la moitié de la région de France, quantité de villages, et se pose la question de la desserte de ces villages et de la desserte des gares routières, des RER, des gares. Et donc là, vous avez, avec la région Île-de-France,
mis en place un nouveau service avec Île-de-France Mobilité de transport à la demande. C'est quoi précisément ce nouveau service? Alors, c'est pas un nouveau service, mais on a augmenté les offres, que ce soit sur les offres de bus, sur les offres de transport à la demande. Donc, c'est du transport quasiment à la carte qui va être géré par les intercommunalités qui sont déléguées en cela par IDFM. On essaye également de renforcer et d'inciter les franciliens à faire quelque chose d'extrêmement simple, mais qui n'est pas encore rentré dans les mœurs, c'est le covoiturage. Parce que c'est aussi un moyen d'arriver à gagner en termes de coût, en termes de qualité de vie. Et il faut avoir conscience qu'on a aujourd'hui, cette Île-de-France rurale, c'est 15% de franciliens qui vivent dans des territoires où vous avez aujourd'hui une dépendance aux véhicules individuels qui est extrêmement forte. Donc l'un des sujets pour nous, c'est de pouvoir essayer de réduire cette dépendance et de réduire cette dépendance qui a un coût colossal. Sur le covoiturage, par exemple, la région subventionne pour permettre aux gens de pouvoir se covoiturer. On subventionne, on a mis en place en lien avec les départements des déploiements d'aires de covoiturage pour essayer aussi de permettre aux gens de se rendre compte que c'est possible, qu'à côté de chez eux, ils peuvent se regrouper sans pour autant connaître à l'avance et puis d'essayer d'avoir une amorce financière parce que des fois, c'est aussi un des moteurs pour permettre d'enclencher les choses. Alors lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, de zone rurale, il faut penser bien évidemment aussi au numérique puisque on parlait à l'instant de la transition énergétique, on est aussi en transition digitale. Vous exposiez à l'instant la question du télétravail. Le télétravail, c'est possible en zone rurale que si on a les réseaux qui le permettent. Alors on va en parler avec Daniel Namet donc d'Orange, merci d'être là. Donc évidemment se pose la question de l'accès à l'internet rapide si je veux travailler chez moi au plus près de mon village, mais pour le télétravail il faut des réseaux quand même efficaces. Il faut des réseaux fibres. Et voilà, on arrive à la fibre optique. Est-ce qu'elle se déploie la fibre optique au-delà des zones urbaines? Oui, tout à fait. Elle se déploie en zone rurale, en zone périurbaine aussi, qui est important. C'est-à-dire en périphérie des centres-bourgs de Seine-et-Marne ou du Val d'Oise ou des Yvelines. Et pour nous, chez Orange, c'est vraiment très important. Enfin, je m'inscris tout à fait dans ce que disait M. Duguin-Clément sur l'importance de ne pas oublier les zones rurales et de pouvoir leur apporter le même service, les mêmes infrastructures que dans les zones les plus urbaines de l'Île-de-France. C'est un véritable enjeu d'éviter la fracture numérique et d'éviter la fracture sociale. Alors Orange, nous prenons tout notre dû là-dedans, puisque nous avons déjà déployé 4 millions de franciliens, 4 millions de franciliens ont la fibre Orange. Alors bien sûr, il y a les zones denses urbaines de la Petite Couronne, mais il y a beaucoup de centres-bourgs et beaucoup d'intercommunalités rurales, comme je le disais, de Seine-et-Marne, des Yvelines ou de l'Essonne. Et vous êtes fixé un calendrier? Est-ce qu'on peut savoir à partir de quand l'ensemble de la région de France sera fibré, zone rurale comprise? Alors, la zone Île-de-France peut être coupée en deux parties. Une partie qui est de la responsabilité des opérateurs privés, dont Orange fera 80%. Cela sera fait d'ici fin 2022. Nous nous y sommes engagés vis-à-vis du gouvernement et nous le ferons. Cela recouvrira 60% des logements franciliens. Donc vous voyez bien là-dedans, il y a une grande partie de périurbain et de rural. Et l'autre élément que nous avons décidé la semaine dernière, c'est que nous serons présents pour offrir les services d'Orange sur les réseaux déployés par les collectivités locales. Je prends pour exemple l'annonce que nous avons faite la semaine dernière. Nous serons présents sur le réseau Sémafibre du département de Seine-et-Marne dès aujourd'hui. Voilà, donc pour permettre à la Seine-et-Marne de développer son propre réseau de fibre optique. Tout à fait. Donc la Seine-et-Marne développe son propre réseau de fibre optique sur des fonds des collectivités, d'ailleurs puissamment aidés par la région. Et Orange fournira les services de manière à ce que les habitants puissent non seulement avoir le tuyau fibre, mais également tous les services qui vont avec. Parce que derrière l'infrastructure, ce qui est vraiment important, c'est l'usage. Alors justement, on va en parler si vous voulez bien, d'abord avec Jean-Philippe Duguin-Clément, maire de Mennecy et donc vice-président de la région Île-de-France. Ces usages, c'est le plus important parce que c'est bien d'avoir l'internet rapide, mais si c'est juste pour regarder les plateformes de vidéo, c'est pas très intéressant pour un élu qui travaille au développement de son territoire. Donc, en quoi c'est important pour un élu ce maillage digital, cette fibre optique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas important, c'est indispensable.
aujourd'hui développer dans l'Île-de-France de 2020 bientôt, développer de l'activité, c'est quelque chose qui n'est pas possible s'il n'y a pas un maillage avec un débit Internet suffisant. Vous ne pouvez pas créer de zone d'activité, vous ne pouvez pas tenir vos entreprises. On est dans des logiques de concurrence entre pôles, entre territoires. Et puis c'est aussi une attente des habitants eux-mêmes. Et entre des secteurs qui sont distribués, des secteurs qui ne sont pas distribués, la valorisation d'un bien est complètement différente. On est, pour moi, avec les évolutions des modes de vie, des modes de travail, des modes de consommation, la question de l'accès à la communication et à la fibre, comme on pourrait parler de la 4G d'ailleurs dans un autre registre, mais de l'accès à la communication de manière large, est devenu un bien de consommation courante de première nécessité, qu'on peut aussi bien assimiler à une desserte routière, mais on est sur quelque chose d'indispensable. On ne peut plus aujourd'hui réfléchir à un aménagement de territoire si on n'a pas de débit assuré ou si on ne sait pas que ce débit va venir à très court terme. Ce qui a été dit 2022 avec des financements régionaux qui ont été mobilisés pour permettre aux opérateurs de soutenir ce calendrier-là, parce que ça reste un calendrier extrêmement volontaire et ambitieux. C'était pas écrit d'avance, c'était pas gagné d'avance. C'est, je crois, un élément de maillage indispensable si on va avoir un aménagement francilien qui puisse satisfaire tous les territoires. Et on parlait tout à l'heure de transport, c'est sûr que pour qu'il y ait moins de voitures et donc moins d'embouteillages, si on peut permettre aux gens de télétravailler, il faut leur permettre d'avoir accès évidemment à la fibre optique chez eux pour pouvoir travailler, donc pas être obligé de prendre leur voiture quotidiennement et engorger nos voies de circulation. On peut beaucoup plus facilement doubler ou décupler les capacités de communication que doubler la 6 ou doubler la 5 pour rentrer dans Paris. Très bien, et donc les nouveaux usages aujourd'hui, quels sont-ils ? Est-ce qu'on a en tête tous les usages et ce qui s'invente quotidiennement avec cette nouvelle technologie ? Alors on n'a pas en tête tous les usages parce qu'effectivement ils s'inventent quotidiennement. 30% des usages se renouvellent par an. Ah oui, c'est énorme. Voilà, des choses que l'on n'imagine absolument pas. Oui, la télémédecine, on n'imaginait pas à l'époque. Maintenant, en parler, c'est somme toute... L'éducation à domicile, les MOOC, les blogs, toutes ces choses-là. Les franciliens vont s'approprier la fibre optique. Ils vont s'approprier les réseaux 4G que nous déployons également, je tiens à le dire, fortement en ruralité. Et ils vont en faire les usages tels qu'ils en ont besoin. Certains villages auront des bornes numériques dans la mairie parce que c'est ce que veulent les habitants. C'est des projets participatifs. Et donc nous serons là, soit au travers du déploiement des réseaux, soit au travers du déploiement des usages, soit également, un point qui nous tient très à cœur, au travers des actions de la Fondation Orange, de l'inclusion numérique. Parce que beaucoup de populations qui voient arriver les réseaux très haut débit sont étonnées d'abord et puis ont du mal à s'en servir. Et nous tenons absolument, et ça se voit dans les villages ruraux, nous tenons absolument à aider ces populations. Ce n'est pas obligatoirement nos anciens d'ailleurs, à s'approprier ça. Quand vous êtes au chômage en Grande Couronne, en Île-de-France, si vous disposez d'un réseau numérique à très haut débit, vous pouvez avoir accès au reste des emplois. Dernière question, très brièvement, c'est une vraie question d'aménagement, vous l'avez dit. Est-ce que ça peut permettre aussi de résoudre les problématiques de déserts médicaux ? On parlait de télémédecine, brièvement. Est-ce que c'est une solution, le numérique, pour résoudre ce problème ? C'est une solution parmi d'autres. Un centre de télémédecine vient d'ouvrir à Moigny-sur-École, dans l'extrême sud francilien, au sud de l'Essonne. Et on est sur des déploiements de procédés nouveaux. On en parlait un instant pour les MOOC, mais nous, sur la région, on soutient la création de Digital Academy pour permettre aussi l'accès aux études supérieures depuis leur commune à des jeunes qui n'auraient pas pu être retenus et avoir accès à des études, donc à ne pas perdre du temps. Ça fait partie des déclinaisons qu'on va pouvoir avoir. Et je pense que si on a le même débat dans 10 ans et qu'on revient sur aujourd'hui, eh bien on se rendra compte qu'on n'avait pas imaginé le quart de la moitié des déclinaisons qui vont se faire au fil de l'eau, des usages et des attentes des franciliens. Merci Jean-Philippe Dugoin-Clément, merci Daniel Dabet d'être venu nous parler de ce sujet éminemment important pour l'ensemble des habitants de la région Île-de-France. On se retrouve très vite avec un nouveau débat. Le débat de Via Grand Paris au Salon des maires d'Île-de-France vous a été présenté par Orange et Enedis.